Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va travailler à nouveau sur les fichiers, mais cette fois-ci, on va se concentrer sur la lecture et l'écriture des fichiers. Alors dans notre dossier principal, on a notre fichier Python et on a également un fichier texte avec du contenu à l'intérieur. Et on va pouvoir ouvrir ce fichier texte avec la fonction globale open. On va venir stocker le fichier dans une variable. Et pour la lecture, on pourrait utiliser la méthode read. On va venir stocker le contenu dans une variable et on va venir afficher le contenu. On exécute le script et on a bien le contenu du fichier qui s'affiche. Alors on n'est pas obligé de lire, comme ici, à chaque fois l'entièreté du fichier. On pourrait, par exemple, passer en argument de la méthode read un nombre qui va représenter le nombre de caractères que l'on souhaite lire. Ici, en l'occurrence, on va lire uniquement les 15 premiers caractères du fichier. On va stocker le contenu dans une variable et à nouveau, on va afficher le contenu. Et pour bien voir la différence entre les deux, on va rajouter ici une ligne de séparation. On exécute le script et on remarque ici que on n'a pas tout à fait ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que après la ligne de séparation, on n'a pas les 15 premiers caractères de notre fichier qui s'affichent. Alors comment expliquer ça? Eh bien, c'est simplement parce que ici, on est venu lire le fichier entièrement. Python a ouvert le fichier, il est venu lire l'entièreté du contenu, et il a laissé le curseur à la fin du fichier. Et donc lorsque on arrive sur cette ligne de code ici, le curseur est déjà au bout du fichier, et donc il n'y a plus rien à lire. Alors si on souhaite lire à nouveau les 15 premiers caractères du fichier, eh bien ce qu'il faut faire, c'est remettre le curseur au début du fichier. Pour ça, on utilise la méthode seek, et on vient se remettre à l'index 0. On exécute le script, et cette fois-ci, ça fonctionne. Qu'après la ligne de séparation, on vient bien lire uniquement les 15 premiers caractères du fichier, ce qui correspond aux deux premières lignes. Alors on va remettre ici une ligne de séparation, et on va montrer un autre exemple avec la méthode seek. On n'est pas obligé de mettre systématiquement l'index 0. On pourrait par exemple se mettre l'index 27. Ici, on va venir lire le fichier à partir du 28e caractère. On va venir lire le contenu. On ne va pas passer d'argument ici au niveau de la méthode read, et comme ça, on va lire jusqu'au bout du fichier. Et on va afficher à nouveau le contenu. Donc ici, on est venu mettre le curseur au 28e caractère, et ensuite on vient lire tout le reste du fichier. On exécute le script, et on voit qu'on obtient les deux dernières lignes du fichier. Alors ensuite, ce que l'on va pouvoir faire également, c'est travailler avec les lignes du fichier. On va remettre notre curseur au début, et pour récupérer les lignes, on va utiliser une boucle ici. Et on va afficher à chaque fois les lignes. Alors à chaque fois, on a un espace. On pourrait retirer les espaces. On se rappelle, on avait vu dans la vidéo sur les chaînes de caractères comment retirer les espaces en trop et les sauts de ligne en trop. On peut utiliser la méthode strip, et on se rappelle que pour certaines méthodes, au niveau des chaînes de caractères, à chaque fois, on a la version de gauche, left strip, et également la version qui commence à partir de la droite, right strip. Et donc ici, on va venir retirer les espaces en trop et les sauts de ligne en trop à partir de la droite.
Et cette fois-ci, on obtient bien le résultat que l'on souhaite avec les différentes lignes de notre fichier. Alors autrement, toujours pour les lignes, ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser une autre méthode, la méthode readLines, qui va nous permettre de récupérer les lignes dans une liste. On va venir afficher la liste et on voit qu'effectivement, on a bien affaire à une liste avec nos différentes lignes. Et à chaque fois, on a bien également, dans chaque chaîne de caractères, le saut de ligne avec anti/n. Autre point qui est très important lorsque on va manipuler des fichiers, il faut bien comprendre qu'il s'agit à chaque fois d'une ressource que l'on utilise et qui va prendre une certaine place dans la mémoire. Et donc lorsque on a fini de travailler avec un fichier, que ce soit pour le lire ou pour l'écrire, eh bien, il va falloir fermer à chaque fois le fichier une fois qu'on a fini de l'utiliser pour libérer l'espace dans la mémoire qui était utilisé par cette ressource. Pour ça, on utilise la méthode close et ça va nous permettre d'éviter d'avoir des fuites de mémoire. Autrement, mis à part la lecture, on peut également écrire sur les fichiers. Alors ici, on va venir créer un nouveau fichier. On va l'appeler demo.txt. Et à nouveau, on va utiliser la méthode open, comme on l'avait fait précédemment ici. Sauf que cette fois-ci, on va préciser un mode différent. Par défaut, on est toujours en mode lecture. Et on pourrait d'ailleurs préciser ce mode, c'est le mode read, mais on n'a pas besoin de le faire puisque c'est le mode par défaut. Par contre, lorsque on va vouloir faire une opération différente, comme l'écriture, eh bien dans ce cas, il faut préciser le mode. Et ici, en l'occurrence, le mode pour l'écriture, c'est W, donc pour write. À nouveau ici, si on souhaite préciser le mode, on pourrait rajouter le mode read. Mais comme je le disais, on n'a pas besoin de le faire puisque c'est le mode par défaut. Comme on a utilisé ce mode d'écriture, eh bien on peut utiliser la méthode write pour écrire du contenu à l'intérieur du fichier. Et ici, on va venir rajouter un saut de ligne. On va venir fermer le fichier. Une fois qu'on a fini de l'utiliser, on va exécuter le script. Et si on ouvre notre fichier demo.txt, on a bien le contenu à l'intérieur. Alors, si on souhaite à nouveau par la suite ouvrir notre fichier, toujours en mode écriture, on va à nouveau écrire du contenu dans le fichier. Vous allez voir que ça va remplacer l'ancien contenu. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne va pas rajouter une autre ligne dans le fichier, mais ça va écraser le contenu précédent et ça va remplacer le contenu. Alors on va vérifier ça, on exécute le script, et si on ouvre le fichier, on voit que effectivement l'ancien contenu n'est plus là. Alors si on souhaite véritablement ajouter du contenu sans écraser le contenu précédent, eh bien il va falloir utiliser un autre mode lorsque on va ouvrir le fichier. À nouveau, on va ouvrir le fichier demo.txt, sauf que cette fois-ci, on va utiliser le mode append, donc avec la lettre A. Et ça va nous permettre d'ajouter cette fois-ci du contenu. À nouveau, on va utiliser la méthode write. Et on va venir mettre ici un saut de ligne. On exécute le script. Et si on retourne dans notre fichier,
on voit qu'on a bien réussi cette fois-ci à ajouter du contenu au fichier. Alors on peut utiliser aussi d'autres méthodes. On a par ailleurs l'équivalent de cette méthode readLines, mais pour l'écriture. Par exemple, ici, on pourrait créer une liste de lignes. On va venir mettre ici le saut de ligne et on va rajouter une autre ligne dans la liste. On va venir utiliser cette fois-ci la méthode writeLines et on peut passer la liste. Et une fois qu'on a fini nos opérations sur le fichier, on n'oublie pas de refermer le fichier. On exécute le script. Et si on ouvre le fichier demo.txt, on a bien toutes nos lignes qui sont dans le contenu. Alors enfin, on a un dernier mode qui peut être intéressant lorsque on va ouvrir des fichiers. C'est le mode qui va permettre de créer un fichier. Alors ici, on va mettre un nouveau nom pour notre fichier, essai.txt, et on va utiliser le mode execute qui va créer le fichier. Et à nouveau, on va venir fermer le fichier. Alors d'ailleurs, ce que l'on pourrait faire ici, c'est d'abord vérifier si le fichier n'existe pas déjà. Alors, on a vu comment faire dans la vidéo précédente. On va utiliser le module OS. Et ici, on va venir simplement vérifier que le chemin n'existe pas déjà avant de créer le fichier. On exécute le script et on voit que dans notre dossier, on a bien effectivement le nouveau fichier essai.txt qui a été créé. Comme je le disais, à chaque fois qu'on va venir lire ou écrire sur des fichiers, il va falloir systématiquement penser à fermer la ressource une fois qu'on a fini de l'utiliser. Alors pour une meilleure gestion des ressources, on va pouvoir utiliser des blocs try except. On va faire une tentative d'ouverture du fichier. Ensuite, on va lire le contenu. Et ici, on va rajouter un bloc except si jamais on a une erreur, que ce soit au niveau de l'ouverture du fichier ou bien de la lecture du contenu. Et en cas d'erreur, on va afficher simplement un message. Autrement, s'il n'y a pas d'erreur, on va pouvoir fermer la ressource. Voilà une première manière de faire. Alors on pourrait faire quelque chose de plus détaillé. Ici à nouveau, on va essayer d'ouvrir le fichier, on pourrait préciser le mode. Ensuite, on va essayer de lire le contenu du fichier. Et on va venir détailler quelques exceptions. On a une première exception lorsque le fichier n'existe pas. On pourrait avoir une exception aussi en cas d'erreur sur les permissions. On pourrait avoir également une erreur au niveau de la lecture du fichier. Alors ici, on a une exception qui va concerner en réalité toutes les erreurs sur les opérations de type input, output.
Et on pourrait continuer comme ça à lister les exceptions qui peuvent survenir lorsque on utilise des fichiers. En réalité, il en existe beaucoup d'autres. Alors ce que l'on pourrait faire ici également, c'est utiliser une exception générale. On va lui donner un nom, on va l'appeler E avec un alias, et ici on va simplement afficher l'exception. Autrement, s'il n'y a pas d'exception, on peut afficher le contenu. Et on a un dernier bloc, finally, qui va s'exécuter peu importe s'il y a eu une exception ou non. Et ici, ce que l'on pourrait faire, c'est vérifier que la variable f existe bien, et vérifier qu'il s'agit d'un fichier. Et si c'est le cas, on va venir fermer la ressource. Donc ici, on a une approche un peu plus détaillée. On a d'abord la tentative, ensuite, on vient préciser quelques exceptions importantes. Ensuite, on a un fallback avec une exception beaucoup plus générale. Autrement, si tout se passe bien et que aucune exception n'est levée, on vient afficher le contenu. Et en définitive, peu importe s'il y a eu une exception ou non, on vient fermer le fichier. Alors on le voit, ça peut être rapidement fastidieux, mais heureusement, en Python, il existe une autre approche, beaucoup plus simple, pour gérer facilement les ressources. C'est ce qu'on appelle le context manager. Et grâce à ce context manager, on ne va pas avoir besoin de fermer manuellement une ressource et de la nettoyer de la mémoire. Alors on va utiliser cette syntaxe. On a d'abord le mot-clé with, ensuite on va pouvoir utiliser la ressource. Nous on utilise des fichiers, mais ça pourrait fonctionner également avec d'autres ressources. Donc on utilise la fonction globale open, et ensuite il va falloir donner un nom à notre ressource pendant le temps que on va l'utiliser à l'intérieur de notre contexte. Pour ça, on utilise un alias, et nous, notre ressource, c'est un fichier, alors on va l'appeler f. Et comme précédemment, ici, on va pouvoir simplement lire le contenu de notre fichier et afficher le contenu du fichier. Et dans ce cas, comme on utilise le context manager, on n'a pas besoin de penser à fermer le fichier. Le contexte va faire cette opération pour nous systématiquement une fois que la ressource aura été utilisée. Et donc avec ce contexte, on peut faire toutes les opérations que l'on souhaite comme on le faisait précédemment. Par exemple, ici à nouveau on pourrait préciser le mode. On vient donner un nom à notre ressource pendant le temps que on va l'utiliser avec le contexte. Et ici, on va utiliser à nouveau la méthode seek. On va se mettre à l'index 27. On va lire du contenu. On va lire par exemple 15 caractères. Et on va afficher le contenu. Et on va montrer également une autre méthode dont on n'a pas encore parlé, qui peut être intéressante, et qui va permettre de récupérer la position courante du curseur. C'est la méthode tel. Alors on exécute le script, et on voit que tout fonctionne exactement comme précédemment. On a bien réussi à lire ici à partir de l'index 28, et on a lu 15 caractères, et ensuite on a notre message qui s'affiche avec la position du curseur. Donc après avoir lu les 15 caractères, on se retrouve au niveau de la position 43. Alors on va montrer un autre exemple encore pour se familiariser avec le context manager.
Ici, on va utiliser le mode Append. On va peut-être changer de fichier. On va aller sur le fichier demo.txt. À nouveau, on va donner un nom à notre ressource pendant le temps que on utilise le contexte. Et ici, on va venir rajouter du contenu. Alors d'ailleurs, ce que l'on peut faire également pour rajouter plusieurs lignes, c'est utiliser les multiline strings que l'on avait vu également dans la première vidéo de la série sur les chaînes de caractères. Grâce à cette syntaxe, avec les 3 guillemets de chaque côté, on va pouvoir écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, comme ceci. On exécute le script, et si on ouvre à nouveau le fichier demo.txt, on a bien les nouvelles lignes qui sont venues se rajouter. Alors jusqu'à présent, on a manipulé exclusivement des fichiers texte. Mais bien évidemment, dans la pratique, on va être amené à manipuler tout un tas d'autres fichiers, et notamment lorsque on va faire du développement web, bien souvent, on va être amené à manipuler des images. Alors ici, on va voir comment on peut télécharger des images. On va utiliser le paquet URL lib et le module request dont on avait déjà parlé justement dans la vidéo sur les paquets et les modules. Et ici, je vais venir coller une URL qui correspond à une image. Alors on pourrait ouvrir l'image dans le navigateur et on va essayer de télécharger cette image. On va pouvoir faire la même requête depuis notre script en utilisant la méthode URL open. Ici, on passe notre URL et on va récupérer comme ça la réponse. Ensuite, on va venir créer un nouveau fichier. Au niveau du mode, on va utiliser WB pour write binary. Et donc cette fois-ci, on va écrire directement les données binaires dans le fichier. On utilise toujours la méthode write, sauf que cette fois-ci, on va écrire les données binaires, donc la suite de 0 et de 1 qui constituent notre image. Et ici, on va passer la réponse que l'on va lire avec la méthode read. Et ici, on n'oublie pas de fermer la réponse. On exécute le script et on a bien réussi à récupérer notre image avec le logo de Python. Alors on remarque ici que, avec notre réponse, on a affaire à une ressource que l'on est venu fermer ici. Or, comme je le disais au début de la vidéo, eh bien on va pouvoir utiliser le context manager non seulement avec les fichiers, mais également avec toute autre ressource qui, à un moment donné, doit être fermée pour libérer de l'espace dans la mémoire. Et ici, on a un bon exemple avec notre réponse, qui est également une ressource qui doit être fermée. Donc on va pouvoir faire exactement la même chose en utilisant le context manager. Alors je vais venir supprimer l'image ici et on va recommencer. Sauf que cette fois-ci, on utilise le context manager pour la réponse. On utilise toujours le module request et on a la méthode URL open. On passe notre URL et ici on vient donner un alias pour la réponse. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose que précédemment pour écrire le contenu de la réponse dans notre image. Et ça devrait fonctionner exactement de la même manière. Comme on utilise le context manager, on n'a pas besoin de fermer la réponse. On exécute le script et on récupère bien à nouveau notre image. Autrement, on peut également utiliser une autre manière de faire, beaucoup plus simple. Alors à nouveau, je vais venir supprimer l'image, toujours en utilisant
le module request issu du paquet URL lib, on a également cette méthode URL retrieve, et ici on peut passer l'URL et on va donner le nom du fichier que l'on souhaite récupérer et créer dans notre dossier. On exécute le script et on a bien réussi à récupérer comme ça notre image, avec cette fois-ci une seule ligne de code. Alors autrement, toujours pour le téléchargement des images, on pourrait également utiliser le module externe requests, dont on avait déjà parlé également dans la vidéo sur les modules et les paquets. Donc je viens à nouveau supprimer l'image et on va venir utiliser le module request. Alors comme il s'agit d'un module externe, il faut que ce module soit installé soit sur un environnement virtuel ou soit directement sur votre instance globale de Python en utilisant la ligne de commande suivante, pip install request. On avait déjà parlé de toutes ces notions-là dans la vidéo sur les modules et les paquets. Ici, moi, en l'occurrence, j'ai déjà installé le module request. Et donc, on va pouvoir utiliser la méthode get et on devrait comme ça récupérer à nouveau la réponse. Alors, avec ce module request, on n'a pas besoin de fermer la réponse et on n'a pas besoin non plus d'utiliser le context manager. Tout ça se fait de manière interne au niveau du module request. Et par contre, on va toujours avoir le même fonctionnement pour la création de l'image. On va utiliser la réponse et avec le module request, on a une propriété content. Et donc ça devrait fonctionner également de la même manière. On exécute le script et on récupère bien à nouveau notre image. Alors à l'inverse, on va pouvoir également uploader des fichiers. Et c'est là que véritablement le module request va devenir intéressant puisqu'il va largement nous simplifier la tâche lorsque on va vouloir poster des fichiers. Alors ici, par exemple, on va reprendre notre image. Cette fois-ci, on va venir lire le contenu du fichier. Donc on va lire les données binaires. On utilise RB pour Read Binary. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la méthode post sur requests. Alors ici, il nous faut une URL. Je vais venir coller une URL sur laquelle on peut poster des fichiers. Alors on pourrait ouvrir l'URL ici dans le navigateur. Et ici, on voit qu'on a bien un champ pour poster des fichiers. On va passer l'URL. En deuxième argument, on va venir renseigner les fichiers. Alors au niveau du formulaire, on a un champ avec un nom qui est file. Vous pouvez aller vérifier en inspectant directement le formulaire dans le navigateur. En tout cas, on a bien un nom de fichier qui est file. Et ici, on vient passer notre fichier qui, pendant le temps que notre context manager est ouvert, est appelé f. Et donc on devrait comme ça récupérer une réponse également. On va afficher les données JSON de la réponse pour voir si notre upload a bien fonctionné. On exécute le script et on a bien une réponse success avec un statut de 100. On a l'identifiant, on récupère notre image. On doit avoir également quelque part l'URL qui pointe vers notre image. Ici, on a le lien, link.
avec le lien pour télécharger notre image. Donc ça fonctionne correctement. Pour continuer sur les opérations qui concernent des fichiers autres que les fichiers texte, on pourrait maintenant faire une copie, cette fois-ci, d'une image. Ça va fonctionner sur le même principe que la copie des fichiers texte. On va d'abord ouvrir notre image. Au niveau du mode, on va être en lecture binaire et on vient donner un nom à notre image. Ensuite, on va créer une copie. Au niveau du mode ici, on va être en écriture binaire et on donne un alias également pour la copie. Alors ici, plutôt que de copier directement tout le contenu du fichier, comme on a affaire à des images avec des données un peu plus conséquentes, on pourrait procéder morceau par morceau. Ça serait plus prudent de faire comme ça, donc ici on va définir la taille d'un morceau. On va mettre 4 kilo-octets. Et ensuite, on va d'abord lire un premier morceau. On va stocker ici le contenu dans une variable. Et ensuite, on va créer une boucle pour lire au fur et à mesure chaque morceau de notre image. On vient vérifier que on a toujours des morceaux à lire dans une boucle while. Et à chaque fois que on va lire un morceau, on va venir écrire le morceau dans la copie. Et ensuite, on va bien passer au morceau suivant dans la boucle. On redéfinit notre variable et on va venir lire le morceau suivant. Donc ici, on vient lire sur le fichier le morceau suivant. On exécute le script et on a bien réussi comme ça à créer une copie de notre image. Alors pour terminer cette vidéo, on va maintenant parler des fichiers compressés, des archives. Alors je vais juste revenir un peu en arrière et commenter ce morceau de code pour éviter d'effectuer à chaque fois un upload sur le site. Et maintenant, on va voir les archives. On a plusieurs manières de faire pour les archives. On pourrait utiliser le module shotil que l'on avait vu dans la vidéo précédente. On a une méthode pour créer des archives. Ici, en premier argument, on vient renseigner le nom de notre archive. Ensuite, on vient passer ici le format. On va mettre zip. Et ici, on va mettre le dossier à partir duquel on souhaite compresser les données. On exécute le script. Et on a bien comme ça réussi à créer un fichier zip qui va contenir de manière compressée le contenu du dossier data. Alors à l'inverse, si on souhaite extraire le contenu d'une archive, on peut utiliser cette méthode. Ici, en premier argument, on vient renseigner le nom du fichier que l'on souhaite extraire et on va venir mettre la destination de l'extraction. On exécute le script et on a bien un dossier files et à l'intérieur on retrouve les fichiers qui ont été extraits de l'archive. Ça c'est une première manière de faire. Ensuite, si on souhaite faire des choses un peu plus complexes, on peut utiliser un autre module
c'est le module zip-file. Et sur ce module, on va avoir ici un constructeur. On va renseigner ici d'abord le nom de notre fichier compressé. On va se mettre en mode écriture. Et ici, on pourrait par exemple spécifier le niveau de compression. Et on a une constante, par exemple, zip deflated, et ça devrait compresser au maximum nos fichiers zip. Alors on va venir ici stocker notre archive dans une variable, et à chaque fois on va venir écrire du contenu à l'intérieur. On va d'abord mettre notre première image, et on va également mettre la copie. Donc on vient écrire nos fichiers à l'intérieur de l'archive, et ensuite, une fois qu'on a fini, il faut bien fermer la ressource comme ceci. Encore une fois, on voit qu'on a affaire à une ressource que l'on peut fermer, et donc ici, à nouveau, on pourrait utiliser le context manager qui se chargerait pour nous de gérer correctement la ressource et de nettoyer la mémoire une fois que la ressource a été utilisée. On va laisser les choses telles quelles et on va créer notre nouvelle archive. Et on a bien une nouvelle archive qui a été créée. Et donc de la même manière, on va pouvoir également lire et extraire les données à partir d'une archive en utilisant ce module. Pour l'exemple, on va utiliser le context manager. On utilise toujours le constructeur zip file. On renseigne le nom de l'archive. Au niveau du mode, cette fois-ci, on va être en mode read et on vient donner un alias pour notre archive. D'ailleurs, par exemple, on pourrait voir la liste des fichiers. On va l'afficher dans le terminal. Et ensuite, on va venir extraire toutes les images. Alors pour ça, on a une méthode extract all et on va mettre ça dans un dossier image. On exécute à nouveau le script et on a bien un dossier image qui a été créé et à l'intérieur on retrouve les images qui ont été extraites de l'archive que l'on avait créée juste au-dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour la manipulation des archives et de manière plus générale sur la lecture et l'écriture des fichiers. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.